Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau chapitre. Nous allons parler du chapitre 14 donc du programme de terminale scientifique. Ça sera donc énergie, matière et rayonnement. Et tout d'abord donc grand 1. Nous allons parler du microscopique au macroscopique. Et tout d'abord décrivons la matière à différentes échelles. Alors on va revoir ça très succinctement parce que ce sont des choses que vous connaissez. Donc à l'échelle microscopique, il n'y a que des particules, des atomes, des ions, des molécules, donc des entités qui sont très petites si vous voulez. Et les grandeurs qui décrivent ces particules donc, sont simplement la position et la vitesse. Ce sont des grandeurs qui sont inaccessibles à notre échelle. On ne peut pas mesurer pour toutes les molécules qui nous entourent, pour chacune en temps réel, la position et la température. La position pardon, et la vitesse, elles sont beaucoup trop nombreuses. Alors voilà par exemple à quoi ressemble un gaz à l'échelle microscopique. Vous voyez ici, chaque molécule compte du gaz donc, qui est représenté ici par une petite boule rouge. Tout ça, ça s'agite à très grande vitesse. Donc là, la vitesse est sous-estimée. Dans la réalité, à température ambiante, c'est la vitesse d'une molécule de gaz dans un gaz, c'est de l'ordre de plusieurs centaines de mètres par seconde. Donc vous voyez que ça s'agite tout ça de façon désordonnée. Comment voulez-vous connaître précisément pour chacune des particules la position et la vitesse ? A priori, si on connaissait pour chacune des particules la position et la vitesse, on pourrait connaître le comportement général du gaz, donc qu'il y a ici dans l'enceinte. Mais pour les mesures, vous voyez bien que c'est absolument impossible. Il y a 3 coordonnées pour la vitesse, 3 coordonnées pour la position, donc en tout, le nombre de variables à connaître, c'est 6 multiplié par le nombre de particules. Si le nombre de particules est de l'ordre, à l'échelle macroscopique, c'est de l'ordre du nombre d'Avogadro, bon, on reviendra sur ce que c'est le nombre d'Avogadro, mais vous vous souvenez que c'est un nombre qui est très grand, de l'ordre de 10 puissance 23. Bon, ben, vous voyez tout de suite, quand on est à notre échelle, on a des quantités de particules qui sont absolument colossales, et c'est absolument impossible de faire des calculs, de suivre ces particules une par une. Voilà. On ne pourra regarder que le comportement d'ensemble. Donc à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire qu'à notre échelle, on s'intéresse au comportement d'ensemble des particules, et ça, on utilise des grandeurs comme la température et la pression, que l'on peut mesurer nous, la température avec un thermomètre, la pression avec un pressiomètre, un baromètre. Mais par contre, ces grandeurs, ce sont des grandeurs qui sont de nature statistique. Alors, de nature statistique, ça signifie qu'elles ne sont définies que pour un très grand nombre de particules. Alors, par exemple, on ne pourrait pas parler de pression pour une particule toute seule, ça ne veut rien dire. On ne pourrait pas parler non plus de température pour une particule toute seule. C'est pareil, ça ne veut rien dire. Alors, les physiciens, parfois, parlent abusivement de température pour une particule toute seule. Bon, c'est rigoureusement faux, mais enfin, quand ils disent ça, c'est pour parler bon, enfin, on reviendra là-dessus. C'est dans des cas particuliers. Alors, le lien entre les échelles microscopiques et macroscopiques se fait en utilisant une nouvelle unité de quantité de matière qui est la mole. Alors, la mole donc utilise la constante d'Avogadro. Donc cette constante d'Avogadro, elle vaut 6,02 multiplié par 10 puissance 23. Donc la constante d'Avogadro nous donne le nombre d'entités que l'on a dans une mole de matière. Donc vous connaissez ça. Et donc je vais revenir sur la définition de la mole. La mole est définie comme ça, elle est définie par rapport à ce nombre d'Avogadro. On vous dit que la mole, c'est la quantité de matière d'un système contenant ce nombre d'Avogadro d'entités. Alors, cette définition a changé récemment, l'année dernière, jusqu'à l'an dernier. Donc, la mole, c'était la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités qu'il y a de carbone 12 dans 12 grammes de carbone 12. Bon, évidemment, le nombre est très proche. Cela dit, on a fixé pour la nouvelle définition la valeur du nombre d'Avogadro exactement, donc c'est une valeur sur laquelle il n'y a pas d'incertitude, elle a été fixée a priori, et on a défini notre système d'unités, donc en l'occurrence ici
la mole par rapport à cette valeur. Il est bien évident que compter les atomes qu'il y a dans une mole, par exemple, compter qu'il y a ce nombre d'Avogadro d'atomes dans 12 grammes de carbone 12, c'est quelque chose qu'on arrive à faire avec une précision relative. Donc pour définir un système d'unité donc plus précis, on a choisi de fixer la valeur de certaines constantes fondamentales, dont la mole, dont la constante d'Avogadro. Il y a d'autres constantes fondamentales comme ceci dont on a fixé la valeur. Pour la vitesse de la lumière, ça fait déjà un peu plus longtemps. Et puis on a fixé également la valeur de la constante de Boltzmann, enfin d'autres constantes comme ceci. Donc pour passer de la quantité de matière au nombre d'entités ou du nombre d'entités à la quantité de matière, on utilise la relation que vous connaissez bien. Petit n égale grand n sur grand NA, où grand NA le nombre d'Avogadro. Alors maintenant, donc, troisièmement, visualisation d'atomes et de molécules. Alors les atomes et les molécules, c'est pas quelque chose qui se voit directement. Souvent on vous a représenté des atomes comme ceci, avec des petites boules qui représentent les protons, les neutrons, puis les électrons qui tournent autour de ce noyau constitué de protons et de neutrons. Bon, alors ces représentations ici, à chaque fois, ça ne correspond pas à la réalité. Il faut prendre ça comme des schémas pour se fixer les idées. On ne peut pas voir avec de la lumière les atomes, mais depuis les années 80, donc depuis les années 81 pour le microscope à effet tunnel et 1985 avec le microscope à force atomique, on arrive à faire des images, mais pas avec de la lumière, avec des jets d'électrons par exemple, d'atomes, ou plus précisément de surface où on voit des atomes. Alors je vous montre ce que cela donne ici. Alors vous voyez ici une photo où on a représenté, on a vu, donc c'est une image qui a été faite avec un microscope à force atomique. Je vous décrirai pas le principe, c'est un peu compliqué. On voit ici des atomes qui sont sur une surface. Alors ça peut paraître curieux, parce que nous, pour les atomes, on s'attend à voir des petites boules, mais en fait non, pas du tout. Vous voyez qu'ici, les atomes, c'est des espèces de... Là, vous avez des atomes qui sont des espèces de pointes bleues, et puis là, d'autres atomes ça ressemble un peu à des vagues, là, vous voyez. Alors, alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'à cette échelle-là, il y a une physique particulière pour décrire la matière, c'est la physique quantique, et ces vagues et tout ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, qu'on peut voir qu'avec la physique quantique. Mais enfin, c'est pour vous dire que les atomes, c'est une réalité, ça existe, ça se voit pas directement à l'œil, mais par contre, on peut en avoir une image à l'aide d'appareils particuliers. Voici une autre image d'atomes. Donc là, on vous met ici que ce sont des atomes de fer qui sont déposés sur du cuivre. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que non seulement les atomes, comme ceci, on arrive à en faire une image, mais également on arrive à les déplacer individuellement. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Il y a même une petite vidéo qui a été réalisée, un petit dessin animé qui a été réalisé avec des atomes qu'on a bougé un par un d'une image à une autre. C'est vrai que je vous mettrai éventuellement le lien sur Moodle. Donc là encore, vous voyez qu'ici, il y a au centre de l'image, les atomes, on ne voit pas des points, mais on voit des vagues. Ça sous-entend qu'il y a une nature un petit peu particulière pour les atomes, une nature quantique. S'il y a des vagues, c'est une histoire d'ondes. C'est donc la matière à cette échelle-là, entre ondes, particules. Bon, c'est un peu flou, c'est pas des petits points. La matière, ça peut être aussi des vagues. Vous voyez, on est dans quelque chose qui n'est pas dans notre sens commun à notre échelle macroscopique. Alors, grand 2 maintenant, nous allons parler d'énergie interne d'un système à notre échelle, d'un système macroscopique. Alors, qu'est-ce que l'énergie interne? Donc, l'énergie interne, c'est une énergie qui est à l'intérieur d'un quelque chose, d'un système. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, notion d'énergie interne, premièrement. Donc, on vous dit un système est composé d'un corps ou d'un... Alors, un système d'abord est composé d'un corps ou d'un ensemble de corps séparés du milieu extérieur. Alors je vous représente là un système, donc schématiquement. Donc le système, c'est ce qui nous intéresse, et tout ce qui n'est pas le système, c'est le milieu extérieur.
Alors, pour les définitions, le système peut être ouvert, fermé ou isolé. Alors, un système tout d'abord ouvert, c'est un système qui pourra échanger de la matière et de l'énergie avec le milieu extérieur. Alors, un système fermé, lui, il ne pourra pas échanger de matière, mais il pourra échanger de l'énergie. Donc faites attention, s'il est fermé, il peut quand même échanger quelque chose, il peut échanger de l'énergie. Et puis, si le système n'échange ni matière ni énergie, on dit que le système il est isolé du milieu extérieur. Voilà. Alors, les particules qui constituent un système, hein, les particules à l'échelle microscopique, ont un mouvement qui est désordonné, et c'est l'agitation thermique. Alors, on peut représenter ça comme ceci, à l'échelle microscopique, vous avez comme ceci des particules, ici représentées par des petites billes, qui bougent comme ceci, sans arrêt. Alors là, évidemment, c'est une image. Si je vous fais voir une animation, on a vu ça précédemment, à l'échelle microscopique, vous avez comme ceci des molécules qui sont perpétuellement agitées, et ce que l'on mesure quand on mesure la température, c'est leur agitation. Donc, la température, ça mesure à notre échelle l'état d'agitation des molécules ou des particules qui constituent la matière à l'échelle microscopique. Voilà. Donc la température, ça reflète macroscopiquement quelque chose qui se passe à l'échelle microscopique, c'est donc une grandeur statistique définie pour un grand nombre de particules. Alors la température, c'est un rapport en fait avec la vitesse moyenne des particules prises à l'échelle individuelle. La température ainsi définie, c'est la température sur l'échelle Kelvin. C'est la température absolue indiquée en Kelvin. Alors je me souviens, alors vous devez vous souvenir de ce qu'est cette échelle de température absolue en Kelvin. Dans l'échelle absolue de température en Kelvin, la température est toujours positive. Elle est définie donc entre 0 valeur théorique pour laquelle il n'y a pas d'agitation du tout, et puis une valeur forcément des valeurs au-dessus de 0 qui correspondent à un état d'agitation d'autant plus important que la température est élevée. Alors ici je vais vous montrer le lien qu'il y a entre température absolue en Kelvin et température en degrés Celsius. Alors, on dit bien Kelvin et non pas des Kelvin ou des degrés Kelvin, ce sont des Kelvin. Hein. Alors, par exemple, ici, pour la température en degrés Celsius, on définit le 0 degré par rapport à la température où coexiste l'eau sous forme liquide et sous forme solide. Bon, eh bien, la température la plus basse qui puisse exister sur l'échelle en degrés Celsius, c'est de moins 273,15 degrés Celsius. C'est quoi cette température la plus basse? Comme on a défini que la température reflète l'agitation des particules à l'échelle microscopique, bien s'il n'y a pas d'agitation, on ne peut pas avoir moins d'agitation que pas d'agitation du tout, ce qui veut dire qu'on a bien une origine des températures. Donc on ne peut pas descendre, si vous voulez, avec ces définitions de la température, en dessous d'une température minimale qui correspond à pas d'agitation du tout. D'accord ? Bon, cet état d'agitation minimale, ou pas d'agitation du tout, va nous servir de référence pour l'échelle des températures absolues en Kelvin. Donc c'est le zéro absolu, et ce zéro absolu, donc, à une température de 0 Kelvin. Alors, on ne peut pas atteindre le zéro absolu de la même façon qu'on ne peut pas atteindre pour une particule matérielle la vitesse de la lumière. On peut s'en rapprocher aussi près que l'on veut, mais on ne peut pas l'atteindre. Alors, petite parenthèse, on arrive de nos jours à refroidir à l'échelle individuelle des particules pour qu'elles aient l'équivalent d'une température de 10 puissance moins 9 Kelvin. Alors là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un équivalent température puisque on arrive à ralentir les particules à l'échelle individuelle avec des lasers
Évidemment, à ces échelles-là, c'est un peu abusif de parler de température. Bon, les physiciens le font pour qu'évidemment on ait un repère quelconque. Hein. Bon, sinon, couramment en laboratoire, par des méthodes de cryogénie, on peut refroidir à des températures de l'ordre du Kelvin en utilisant de l'hélium liquide. Hein. Donc, je reviens sur l'échelle Kelvin. L'origine, donc 0 Kelvin, ça correspond à moins 273 degrés Celsius. Donc tout est décalé de moins 273,15. Ça veut dire qu'à 0 degrés Celsius, sur l'échelle absolue, on a une température de 273,15. À 100 degrés Celsius, on a donc une température en Kelvin qui est de 373 degrés. Alors on va laisser tomber le virgule 15, hein, et ainsi de suite. Donc la température en Kelvin, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle est toujours positive. Voilà. Alors, une fois qu'on a défini la température, alors on a vu que toutes les particules à l'échelle microscopique sont agitées. Elles possèdent donc une énergie cinétique. Mais elles possèdent également une énergie potentielle du fait des interactions qu'elles peuvent avoir avec les autres particules. Interactions, elles peuvent s'attirer, se repousser, il y a des chocs, voilà, elles ne sont pas toutes seules. Donc à l'échelle microscopique, les particules ont deux types d'énergie, de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, donc liées l'énergie cinétique à leur vitesse, l'énergie potentielle à leur interaction avec les autres particules. Ça se traduit pour un grand nombre de particules qui forment un système sous une forme d'énergie que l'on appelle une énergie interne, c'est-à-dire une énergie que nous on ne va pas voir. Vous prenez un verre d'eau par exemple à température ambiante, est-ce que cette eau a de l'énergie? Elle ne bouge pas, elle a semblant d'interaction avec rien du tout. En fait, il y a dedans, il y a de l'énergie du fait que les petites molécules d'eau à l'intérieur, elles bougent, elles s'entrechoquent, elles s'attirent, elles se repoussent, enfin voilà, il y a des interactions. Donc on appelle ça énergie interne. Donc l'énergie interne, c'est pour un système la somme des énergies cinétiques et potentielles d'origine microscopique, donc de toutes les particules qui la constituent. Je vous ai mis ça comme ça. L'énergie interne, c'est la somme, alors que je note sigma, hein, qu'on pourrait noter aussi, alors sigma i, ce symbole donc là, ici, correspond au symbole somme. Donc le symbole somme, c'est cette espèce de lettre là grecque. Alors somme sub i, ça veut dire que c'est une somme discrète, on somme les énergies toutes les particules, les énergies cinétiques et potentielles. Alors ici on somme sur toutes les particules, vous imaginez qu'elles sont numérotées, alors ici elles sont numérotées, elles ont un numéro, et ici ce numéro ça serait petit i, alors si vous avez comme ceci grand N particules, eh bien on fait la somme de toutes ces énergies, pour la particule 1 à la particule N, ça ferait énergie EC1 plus EC2 plus EC3, etc. jusqu'à N, et énergie potentielle EP1 plus EP2 plus EP3 jusqu'à EPN. Voilà. Donc ce symbole, je vous ai dit, c'est une somme discrète, discontinue. Alors, petite parenthèse, ne confondez pas ce symbole somme avec le symbole somme que vous voyez pour les intégrales, qui est une somme continuelle. Bon. Alors vous verrez que dans la pratique, on n'a pas accès à l'énergie interne directement, enfin ça ne nous intéresse pas beaucoup, on ne mesure pas directement l'énergie interne. En général, ce que l'on fait, c'est qu'on mesure toujours des variations d'énergie interne. C'est quelque chose de général pour l'énergie. On ne s'intéresse jamais à la valeur de l'énergie de façon absolue. On ne s'intéresse toujours qu'à des variations d'énergie. Donc là sur le petit schéma, je vous ai mis ici des particules bleues et des particules rouges. Vous avez des particules qui sont censées être chaudes, d'autres qui sont censées être froides. Donc c'était aussi pour vous dire que plus c'est chaud, plus c'est agité. Je peux revenir là-dessus et vous montrer l'animation.
Alors ça c'est une animation que je trouve toujours sur le site de l'université de Boulder au Colorado. Je vous mettrai la référence. Il y a plein d'animations sur ce site qui sont en libre accès, qui sont très très bien faites. Donc là on a une enceinte, on va introduire dedans des petites particules. Alors j'ai introduit des rouges tout à l'heure. Alors je pompe comme ceci, j'introduis des particules. Donc vous voyez, elles bougent et là ici on peut faire varier des paramètres. Bon, alors si les particules sont espacées comme ceci, c'est qu'il s'agit d'un gaz. Si je chauffe, donc ici on va mesurer la température en haut. Si je chauffe logiquement, eh bien on devrait voir que les particules sont de plus en plus agitées et que la pression augmente aussi, si mon enceinte comme ceci n'est pas déformable. Voilà, vous voyez que les particules sont de plus en plus agitées. Là, ça a tellement chauffé que le couvercle a sauté. On peut recommencer avec les particules aussi. Donc si à l'inverse, si on refroidit, elles sont moins agitées. Elles sont de plus en plus lentes, comme ceci. Voilà. Deuxièmement, maintenant, la capacité thermique d'un système. Alors, la capacité thermique, c'est une grandeur qui va nous permettre de relier ce que l'on peut mesurer, c'est-à-dire une variation de température, à une variation d'énergie interne. Donc ça va nous permettre de déterminer des variations d'énergie interne. Donc là, on vous met ça dans un cas particulier, on vous dit donc lorsqu'on a un système qui est condensé, alors une phase condensée c'est une phase solide ou liquide, et qui évolue donc d'un état initial à un état final, la variation de son énergie interne est proportionnelle à la variation de température. Et la constante de proportionnalité, c'est la capacité thermique, C, c'est noté grand C comme ceci. Donc cette capacité thermique, elle est en joules par Kelvin. Ça sous-entend que l'énergie interne, c'est une énergie dont ça s'exprime en joules, et que la température, elle est mesurée ici en Kelvin. Alors, petite parenthèse, comme on a une variation de température, on pourrait très bien aussi ici mesurer la température, la laisser en degrés Celsius, parce que vu que c'est une variation, le décalage de 73,15 va se retrouver pour la température et la température initiale et la température finale. Donc évidemment, une variation de température en degrés Celsius ou en Kelvin, c'est toujours la même chose. Voilà. Donc je vous avais rappelé ici la différence entre température en Kelvin et température en degrés Celsius. Une petite application pour déterminer une énergie interne. Alors, je voulais l'énoncer. Donc, on a un volume d'eau qui est de 250 millilitres. Il a une température de 20 degrés. Et puis, on le chauffe à 90 degrés. On donne la capacité thermique de l'eau. Quelle est la variation d'énergie interne? Donc une petite application simple. Alors ici pour l'eau, ce que l'on nous donne c'est sa capacité thermique par unité de masse, on appelle ici CM, c'est la capacité thermique massique, elle est égale à 4,2 10 puissance 3 joules par kilogramme moins 1 par Kelvin. C'est en fait la capacité thermique par unité de masse. Donc cette capacité thermique massique, si vous voulez, c'est la capacité thermique divisée par la masse. Donc la variation d'énergie interne ici, c'est donc la masse multipliée par la capacité thermique massique multipliée par la différence de température, c'est-à-dire la température finale, ici T2, moins la température initiale, ici T1. Donc pour calculer la variation d'énergie interne, oui, on vous a donné la relation dessous là, eh bien vous appliquez la relation respectant les unités. Donc ici on a 250 ml d'eau. Bon, on n'a pas la masse de l'eau, on a son volume. Alors évidemment, là on ne vous a pas détaillé parce que on pense que vous savez que 250 ml d'eau ça fait 250 grammes et que ça vous savez le mettre en kilogrammes. 250 grammes ça fait 0,250 kg. Multiplié par la capacité thermique de l'eau, donc 4,2 10 puissance 3.
multiplié par la différence de température, donc je passe de 20 à 90 degrés. Donc 90 moins 20. Alors vous voyez que si je passe ces températures en degrés Kelvin, je rajoute 273 des deux côtés, donc la différence va rester la même. Donc je reste ici pour la différence en degrés Celsius. Je fais ici le calcul et je vais trouver combien. On va regarder ça. Donc on a dit 0,250 multiplié par 4,2 multiplié par 10 exposant 3. Voilà. Multiplié par 90 moins 20, c'est-à-dire 70, ça nous fait 73 500. 73 500 joules. Alors vous pouvez voir que le joule est une unité qui est plutôt petite. Donc on va convertir ceci en kilojoules. 1 kilojoule étant égal à 10 puissance 3 joules. Donc ça nous ferait 73,5 kilojoules. Voilà. On va regarder ici les valeurs des capacités thermiques pour certains corps. Donc ici on a la capacité thermique de l'eau, de l'aluminium ou de l'huile à chaque fois pour que ce soit comparable pris pour 1 kg. Et vous voyez qu'il y a quand même quelque chose de remarquable pour l'eau. Elle a une capacité thermique qui est nettement supérieure aux métaux par exemple. Alors ici il y a l'aluminium et à l'huile, mais si je vous montrais d'autres valeurs, on constaterait la même chose, que la capacité thermique de l'eau est quand même remarquable, en ce sens qu'elle est très importante. Alors, est-ce que vous avez une idée de la raison d'où ça vient là? Pourquoi ça? Si vous vous souvenez bien des propriétés de la molécule d'eau, vous savez qu'elle est polaire, et puis il peut y avoir entre les molécules d'eau des liaisons particulières qu'on appelle les liaisons hydrogènes. Donc, on reviendra là-dessus, mais c'est de ces liaisons hydrogènes que vient cette grande valeur de la capacité thermique. Donc, grande 3, on parle des transferts thermiques, et on va parler de transfert thermique et d'irréversibilité, donc premièrement. Alors tout d'abord, la science qui s'occupe des échanges thermiques, des échanges de chaleur, c'est ce que l'on appelle la thermodynamique. Donc la thermodynamique on a été élaborée au cours du 19e siècle, et il y a une branche de la thermodynamique qui fait le lien entre le microscopique et le macroscopique, c'est ce qu'on appelle la thermodynamique statistique, et on doit ça à un physicien qui s'appelle Boltzmann, qui était autrichien. Donc on vous dit tout d'abord que l'existence d'une différence de température entre deux systèmes, ou entre deux parties d'un même système, induit un transfert spontané d'énergie thermique, ce que l'on appelle de la chaleur. Donc, là, si vous avez un système comme ceci, vous avez un système à la température T1, un système à la température T2, comme ceci. Si on met alors ici on va imaginer que la température T1 est supérieure à la température T2. Si on met en contact ces deux systèmes, eh bien ils vont pouvoir échanger de la température. Ils vont pouvoir échanger de l'énergie thermique. Cette énergie thermique échangée, ce que j'ai appelé chaleur, c'est l'ancien nom chaleur. Maintenant on préfère dire, parce que c'est moins ambigu, donc énergie thermique ou transfert thermique. Donc cette grandeur, donc le flux de chaleur, le transfert thermique va toujours se faire du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Voilà. Donc ici, du système 1 vers le système 2. Donc ça va se faire si vous mettez un corps chaud en contact avec un corps froid. Donc je vous répète, vous avez un transfert d'énergie du corps chaud vers le corps froid. Et ça va se faire jusqu'à ce que les deux corps soient à la même température. Et quand ils sont à la même température, on dira qu'on est à l'équilibre thermique. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument irréversible. Si vous mettez un corps chaud en contact avec un corps froid, eh bien, vous avez les deux corps qui vont, comme ceci, au bout d'un moment, avoir la même température. Bon, mais ça peut pas se faire dans l'autre sens après. Quand les deux corps auront atteint la même température, il va pas y avoir un mouvement qui fait que un des deux corps va redevenir chaud et que l'autre va redevenir froid. Ça va rester comme ça. C'est irréversible, du moins spontanément.
Hein. C'est-à-dire que si on veut que une partie soit plus chaude que l'autre, après il va falloir faire quelque chose. Mais spontanément, on ne peut pas inverser le flux d'énergie. Donc je vais m'arrêter là pour cette première partie du cours. Nous continuerons ces transferts thermiques la prochaine fois. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.